Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Solutions Covid Expo, donc le salon professionnel qui permet aux dirigeants de constituer leur boîte à outils sur mesure de la reprise. Alors, pour cette nouvelle émission, nous avons un sujet particulièrement important, celui de la start-up. Start-up, de la survie à la croissance. Et pour cela, nous avons 4 experts exceptionnels qui ont accepté de jouer le jeu, de nous accompagner pour partager leur expertise, leur expérience et aussi donner de bonnes idées, de bonnes pratiques pour nos entrepreneurs. Alors, j'aurai le plaisir d'avoir avec moi en 2 temps, parce que pour respecter un peu la distanciation sociale, je vais avoir deux invités à la fois. En premier lieu, je vais avoir Houda Berrada. Donc, Houda Berrada, vous êtes présidente de Réseau Entreprendre Casablanca et partenaire à InfiniWeb Agency. Bienvenue, Houda. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir convié. Nous aurons également avec nous Mehdi Alaoui. Mehdi Alaoui, vous êtes vice-président de la PEBI, la Fédération marocaine des technologies de l'information, des télécommunications et de l'offshoring. Et vous êtes fondateur de la Startup Factory. Entre autres, vous êtes un serial entrepreneur, un startup évangéliste. Vous avez plusieurs entreprises que vous avez créées durant votre carrière et vous êtes un expert en mobile apps, advertising et innovation. Merci d'être avec nous, Mehdi Alaoui. Merci pour l'invitation. Nous aurons également avec nous tout à l'heure Mourad Mehjoubi et Ismaël Belkhiyat, que je présenterai plus en détail tout à l'heure. Alors, pour commencer, ce que je vous propose, c'est de faire un tout petit moment de présentation. Moi, je connais bien vos structures, mais ça serait bien que ce soit le cas pour l'ensemble des personnes qui nous regardent. Houda, est-ce que vous pourriez nous présenter déjà rapidement Réseau Entreprendre Casablanca et puis aussi InfiniWeb, parce que vous êtes aussi dirigeant d'entreprise et c'est intéressant de connaître les activités des uns et des autres. Très bien. Bien, Réseau Entreprendre est une association d'entrepreneurs qui a été créée en France dans les années 80 par la famille Muliez. Famille d'entrepreneurs connus notamment pour leurs marques Decathlon, Auchan, Monsieur Bricolage et j'en passe. Une famille d'entrepreneurs qui, dans les années 80 en France, dans le bastion nord de la France, ont eu des fermetures d'usines du textile, qui était un secteur en fait en crise. Et ils ont décidé, pour éviter les licenciements massifs, de créer de l'essaimage, d'où le réseau Entreprendre. Et donc, ils ont commencé à aider leurs anciens salariés à créer leurs propres entreprises. Aujourd'hui, Réseau Entreprendre se trouve dans 11 pays dans le monde, au Maroc depuis plus de 10 ans. Il a été créé au Maroc à l'initiative d'entrepreneurs qui voulaient simplement donner de l'aide aux jeunes start-upers à titre personnel. Et puis petit à petit, on s'est organisé. Aujourd'hui, Réseau Entreprendre existe dans plus de 8 villes au Maroc. Alors notre rôle, c'est de l'accompagnement notamment. On a un accompagnement en amont et en aval, c'est-à-dire que on recrute des jeunes candidats qui viennent nous voir après avoir étudié un dossier précis, puisqu'il y a en fait un certain nombre d'éléments à remplir, financiers, mais surtout un business model qui doit être cohérent par rapport à la situation du marché. Donc nos candidats sont challengés en amont avant d'être recrutés par des entrepreneurs qui les rencontrent en one-to-one, tous membres du réseau Entreprendre. Et puis ensuite, après une séance de comité d'engagement, ils sont recrutés en tant que lauréats. Et dès lors commence en fait une période de plus de 3 ans où ils vont avoir en fait un prêt d'honneur. Donc en fait, c'est un prêt d'une certaine somme gratuit, puisque les remboursements ne contiennent aucun taux d'intérêt. Ils seront accompagnés pendant 3 ans par un chef d'entreprise, membre du réseau Entreprendre, qui va les coacher, les aider. C'est un peu leur ange gardien. Il sera là pour eux à tout moment. Il ouvrira les portes pour les premiers bons de commande. Il les orientera vers les bonnes décisions. Et en parallèle, au niveau de la section de Casablanca, mais aussi de toutes les sections du Maroc, on organise des séances de formation pour les accompagner, puisque en fait, les jeunes entrepreneurs viennent. La sélection qui se fait par dossier, mais elle se fait surtout par rapport à l'être humain. D'ailleurs, le prêt d'honneur est donné à un intuitif personnel, c'est-à-dire que pour nous, l'intérêt, c'est la personne. Et il nous faut des gens ambitieux, volontaires, qui vont aller au-delà des difficultés qu'ils vont rencontrer au quotidien. Réseau Entreprendre, depuis 2011, c'est 320 lauréats qui ont été financés, accompagnés, et plus de 350 membres chefs d'entreprise qui sont là à titre bénévole pour aider les entrepreneurs. En parallèle, on a accordé plus de 33 millions de dirhams de prêts d'honneur qui sont remboursés de manière, on va dire, efficace, très peu de retard, et on a l'honneur de dire qu'à date d'aujourd'hui, on a plus de 87% de taux de réussite au-delà des 3 années d'accompagnement. Et j'avoue qu'on est très fiers de ce chiffre, et il est particulièrement lié à la proximité de l'accompagnement et l'intérêt que l'on porte pour nos start-upers. Voilà.
quant à ma vie personnelle, je crois que je suis allée trop loin très, très vite. C'est pas grave. Je ne suis pas habituée pour l'exercice d'émission. Ma vie personnelle, je gère une entreprise dans le marketing digital. Donc on accompagne les marques ou institutions pour faire des stratégies, aider en fait les marques à s'introduire sur le digital, les accompagner pour d'autres raisons, soit pour de la réputation ou de la notoriété, de la visibilité. On crée le contenu et puis ensuite on amplifie sur l'ensemble des plateformes digitales, que ce soit les réseaux sociaux ou autres. Et enfin, on travaille sur d'autres sujets un peu plus créatifs, technologiques, tels que la réalité augmentée, les chatbots et d'autres outils qui permettent aussi de mener à bien nos campagnes digitales. Voilà. Alors, merci Ouda. Vous recevez certainement des dizaines de candidatures, peut-être même en centaines. Oui. Nous connaissons beaucoup d'entreprises qui ont été créées ou lancées grâce à Réseau Entreprendre. Mais au-delà d'un dossier bien ficelé, vous avez donné un certain nombre de qualités que vous cherchiez au niveau chez les entrepreneurs. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Quel est le profil un peu de l'entrepreneur qui réussit, de l'entrepreneur? Quand vous le recevez, vous sentez que c'est quelqu'un qui a ce qu'il faut pour réussir. Vous cherchez quoi comme profil exactement? Alors, pour être honnête, la principale qualité qu'on recherche, c'est la ténacité et l'endurance. Et ça, on le voit très rapidement parce qu'il y a un certain nombre d'entretiens qui sont menés. On a des fiches d'entretien qui sont signées par les différents membres qui les rencontrent en one-to-one. Les business models sont challengés entre T0 et le 5e rendez-vous avec un chef d'entreprise. Le lauréat, le jeune candidat, peut en fait changer son business model à 3 fois. Et donc, c'est important de savoir s'il va accepter ou pas de changer son business model, s'il va accepter les critiques ou pas. Savoir que quand on est entrepreneur, il faut s'adapter à un environnement, à un certain nombre de remarques qui peuvent être constructives. Et donc, ce sont souvent les personnes qui ont tenu le coup, qui ont passé tous les entretiens, qui ont accepté les changements, qui ont revu leur business plan plusieurs fois, qui réussissent et qui passent la barre de... Donc le mot d'ordre est de tenir, en fait. Voilà, très de bien. tenir bon, parce que c'est vrai qu'on a besoin d'endurance, parce que dans les moments difficiles, il faut se relever tous les matins et se dire, bon, je vais y aller, je vais y arriver. Merci beaucoup, Ouda. Je vais revenir vers vous dans un instant. Se dépasser pour relever de nouveaux défis. BMCE Bank of Africa devient Bank of Africa. Media Alaoui, bienvenue encore une fois, merci d'être avec nous. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner une brève présentation de l'APEBI, mais aussi, comme pour Ouda, de votre structure de la Startup Factory? Super. Alors peut-être avant de faire cette présentation, je voudrais juste confirmer le magnifique travail que fait Réseau Entreprendre. Moi-même, j'étais lauréat, je pense, en 2006. Et franchement, c'est une belle structure qui a fait émerger plusieurs entreprises et plusieurs talents. Et je suis toujours émerveillé par le travail que vous faites. Franchement, bravo. C'est un beau témoignage en direct et pas prévu du tout. C'est très bien. Alors, effectivement, donc, depuis le début d'année, je suis vice-président général de l'APEBI. Donc, avec Amin Zaror, donc, on s'est donné donc, un mandat avec 5 axes. Un premier axe qu'on a appelé Digital for All, c'est-à-dire permettre en fait, à un maximum d'entreprises de se digitaliser. Donc à l'APEBI, donc on a à peu près 200 membres justement qui ont des solutions et on ira à la rencontre justement des différentes fédérations pour leur proposer des solutions concrètes pour se digitaliser. Le deuxième axe, c'est l'axe des talents. Comme on le sait, en fait, on a des talents, mais il faut vraiment multiplier ça par 10, par 100, parce que aujourd'hui, voilà, le talent dans le digital est une denrée qui est rare, qui devient de plus en plus chère, qui est volatile, qui part à l'étranger. Donc la question, c'est comment former davantage, comment fidéliser ceux qui sont là pour rester dans le pays et comment aussi accueillir ceux qui ont fait des expériences à l'étranger. Il y a aussi la notion très très importante de la data. Malheureusement, aujourd'hui, dans notre secteur, on n'a pas assez de data. Donc on a un acte qu'on a appelé Data for Tech. Donc il nous faut des data pour avoir un tableau de bord, pour savoir là il faut investir. Qui doit fournir la data? En fait, la data, elle existe, mais elle est éparpillée. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, les décisions qui sont prises au feeling, alors qu'aujourd'hui, on ne peut plus travailler comme ça. Donc, on va travailler sur un axe pour créer un observatoire qui va permettre de rassembler la data et permettre justement aux investisseurs, aux entreprises dans le digital, de prendre les bonnes décisions. Il y a aussi l'axe qu'on appelle Institution to Meet, donc comment aller rencontrer les différentes institutions publiques et faire le lobbying nécessaire.
Et pour cela, on veut le faire d'une manière différente. En fait, on ne va pas aller avec une liste de vœux, mais plutôt des propositions concrètes qui sont écrites par des cabinets d'avocats. Donc contribuer activement, ne pas attendre que les propositions viennent Ils ne viendront pas. De toute façon, ils doivent venir du terrain, en fait. Et jusqu'à présent, on partait avec des doléances, sauf qu'il faut partir davantage préparé, avec limite des textes de loi, préparés avec des cabinets d'avocats, et les soumettre et pousser pour que ce soit implémenté. Et le dernier point, c'est, on l'a appelé Morocco Tech for Africa. C'est quelque part créer peut-être une marque de technologie marocaine, un petit peu à l'image de la French Tech. Et ça permettra de rassembler, on va dire, l'ensemble des acteurs dans la tech autour de cette marque-là, pour pouvoir donner davantage confiance aux acheteurs locaux, mais aussi en dehors du Maroc et sur la scène africaine. Vous avez dit Morocco Tech for Africa. Yes. Ça, c'est juste un nom de projet, c'est pas la pas marque. Encore, d'accord. Mais est-ce que vous pensez que la tech marocaine peut demain être exportée ailleurs qu'en Afrique Définitivement, on n'a pas à rougir de ça, au contraire. Au Maroc, il y a beaucoup d'offshoring, donc on fait ce qui se vend ailleurs. Donc, bien évidemment, on peut créer une marque marocaine et qui peut émerger très très bien à la fois le nord ou le sud et c'est un capital qu'il faudrait qu'on crée le plus vite possible en fait. Maintenant je vais revenir donc à ma structure donc, qui est la Startup Factory. Effectivement, comme tu as fait une très très belle présentation, peut-être un peu trop flatteuse de mon parcours. Mais c'est la réalité et puis voilà. Voilà. Des fois, je pense qu'il faut accompagner le succès et puis il faut dire les choses positivement pour donner envie à d'autres personnes, c'est pas pour flatter, mais vraiment pour inspirer, donner envie à d'autres personnes de travailler et puis de tenir le coup, comme le disait Houda. Ben c'est sûr, en fait, si on revient sur ce point-là, les deux qualités qui sont importantes, moi je résume souvent en fait à les persévérance et résilience. Et j'ai toujours un dessin animé qui me vient à la tête quand on parle des deux qualités importantes qu'il faut avoir pour un entrepreneur. C'est le bip-bip coyote. Le coyote, en fait, qui passe son temps à courir derrière le bip-bip pour l'attraper, et bien, il va avoir toutes les misères du monde. Il va être écrasé par un train dynamité. Et à chaque fois, il va se relever, il va essayer de trouver de nouvelles astuces pour attraper donc, le bip-bip qui est le succès. Et ce que c'est très très peu de personnes, c'est que dans le dernier épisode, il l'attrape. Et voilà, c'est ça le parcours d'entrepreneur, c'est qu'il faut, quand on se réveille le matin, il faut se dire, voilà, quels sont les nouveaux challenges, les nouveaux problèmes que je vais faire face, et il ne faut pas se cacher, il faut aller les affronter pour pouvoir avancer. Alors, pour revenir donc à ta question, donc effectivement, j'ai un parcours d'entrepreneur, j'ai démarré l'entrepreneuriat il y a maintenant quasiment 20 ans, donc j'ai monté ma première start-up en 2001, c'était à Paris. Un pari assez fou. Et j'ai monté le premier réseau social sur mobile à l'époque. À l'époque, on n'avait pas encore de smartphone, on était encore sur téléphone noir et blanc. Et je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, mais je voulais créer, reprendre Mythique sur téléphone mobile. Et donc, j'ai lancé ce challenge. Après 2-3 ans, avec un associé, on a réussi à avoir 50 000 utilisateurs actifs, ce qui est vraiment pas mal à l'époque, avant Facebook, avant WhatsApp. Mais on s'est rendu compte qu'au bout d'un an, que ça a généré que 10 000 € de chiffre d'affaires. On s'est dit, c'est pas un bon business, on va laisser tomber. En fait. Alors, ça aurait pu être le Facebook, hein? Oui, techniquement parlant, on avait tous les atouts, mais on était tout seul, on n'était pas accompagné, on était dans notre bulle. Et on s'est dit, notre business model, s'il ne génère pas de revenus maintenant, il ne va jamais le générer. Et c'était ma première erreur entrepreneuriale. Et c'est après que j'ai compris qu'il y avait des réseaux, qu'il fallait rentrer dans des écosystèmes et apprendre. Et se nourrir des erreurs des uns et des autres. Et en fait, au fur et à mesure, donc, j'ai développé d'autres startups, bien évidemment avec beaucoup d'échecs et aussi quelques belles réussites. Et vraiment par pur accident, en fin 2015, donc, j'ai commencé par lancer une association qui s'appelle Hack and Pitch, qui fait des hackathons pour inspirer les jeunes et tout simplement leur permettre de dire que c'est possible de développer une solution technologique en très peu de temps et la lancer sur le marché. Et donc,
au fur et à mesure, donc voilà, ça m'a amené à lancer la Startup Factory, qui a un modèle un peu différent de Hack and Pitch, qui est un modèle un peu plus avancé en termes d'obligation de résultats. Alors, ce qu'on fait est relativement simple. Je peux le résumer en 3 choses. Première chose, on va booster la capacité des startups via des programmes d'incubation, d'accélération. Donc, voilà, tout simplement les aider à aller à professionnaliser leur approche avec différents services. Le deuxième axe qui est très très important, qui est en fait notre marque de fabrique, c'est tout ce qui est autour de l'accès au marché, donc à travers des programmes d'open innovation, donc d'intelligence collaborative avec des entreprises, dont l'objectif est voilà, de déployer leurs solutions auprès des entreprises. Donc les startups sont payées par rapport à ça, donc ils peuvent décrocher un bon de commande et finir par déployer donc leur innovation. Et le troisième volet, après l'arrivée justement du fonds Innov Invest, c'est leur permettre de se financer. Donc aujourd'hui, voilà, on a plusieurs dispositifs. Il y a je dirais, la subvention Innov Idea, donc 200 000 dirhams pour 2 cofondateurs. Ça paraît simple, mais c'est quelque chose qui a complètement bouleversé la donne sur le terrain et qui a donné envie à plein d'entrepreneurs d'y aller. Il y a après le Innov Start, donc qu'on fait en partenariat d'ailleurs avec Réseau Entreprendre, qui a un crédit d'honneur de, je crois, jusqu'à 500 000 dirhams. Et on a aussi monté un réseau de business angels. Donc aujourd'hui, c'est à peu près 40 business angels qui sont regroupés dans un réseau et qui investissent dans des startups. Donc voilà, pour résumer, booster à travers de l'incubation, de l'accélération, de l'accès au marché à travers de l'open innovation. Et le financement. Et 3, le financement. Alors je vais peut-être, juste avant de te redonner la parole, donner quelques chiffres. Donc en 3 ans, on a travaillé avec à peu près 1000 startups sur 10 pays. Il n'y a pas que le Maroc, il y a aussi la Tunisie, Côte d'Ivoire, Sénégal. D'ailleurs, on a ouvert au Sénégal depuis maintenant, je pense, voilà, 2 mois. C'est le sens du timing. Ouais. Il faut avoir le sens du timing. Ouais. Exactement. En fait, on devait lancer carrément un espace. Et puis avec l'effet Covid, donc on a démarré un programme quand même à distance. On a accompagné de près, c'est-à-dire physiquement, 150 startups qu'on a incubées. Je pense qu'il y a eu 103 contrats signés en des startups et des grands groupes, sachant que quand on a démarré, il n'y avait pas grand-chose. En fait, cette Open Innovation n'existait presque pas. Et voilà, je pense quasiment une 40aine de startups financées à ce jour. Voilà quelques chiffres qui illustrent un petit peu. Alors, toujours sur les chiffres, est-ce que vous avez des chiffres d'une manière plus globale concernant les startups au Maroc? C'est-à-dire, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Comment on définit la startup? Il y en a combien? Et puis, qu'est-ce qui définit finalement la startup marocaine? Alors, c'est une excellente question et je vais peut-être commencer par la définition de la start-up qui est internationale, en fait, qui n'est pas forcément, on va dire, marocaine. Et la start-up est exactement comme une TPE à deux choses de près. Son innovation, donc elle doit être innovante, et sa capacité de scaler, c'est-à-dire de générer du revenu de manière exponentielle, sans forcément que les charges qui vont ne soient exponentielles. Donc ça, c'est la définition de la start-up. Alors, est-ce qu'on a des chiffres? Non, honnêtement, on n'a pas réellement en fait d'études qui nous donnent des chiffres réels donc, sur ce sujet-là. Alors, on a lancé il y a 2 mois une initiative. Donc, c'est un nouveau projet qui est porté par, je dirais, la maison mère de la Startup Factory, qui s'appelle Startup Square. Et c'est, on va dire, un espèce de mix entre logiciel et de la data qui permettent tout simplement de référencer dans un premier temps l'ensemble des startups qui existent au Maroc et de pouvoir faire de l'analyse. Alors aujourd'hui, les datas dont on dispose de notre côté, on peut dire qu'au Maroc, il y a 1000 startups, alors, essentiellement de super early stage, c'est-à-dire on est vraiment... Beaucoup sont en phase de embryonnaire, de démarrage, d'ideation, etc. On n'a pas assez de startups matures. On n'est pas très loin des Tunisiens. Ils sont, je dirais... C'est ma question suivante. Voilà. Comment on se situe par rapport au On a 6 mois de marché retard. international. Je dirais, voilà, alors, il y a le marché africain, peut-être dans un premier temps. Alors, pour le Maghreb, on est plutôt, je dirais, 2e, donc après les Tunisiens. Donc on a 6 mois de retard par rapport à eux.
Les Algériens sont en train d'avancer très très vite. D'ailleurs, récemment, il y a 6 mois, ils ont un ministre des startups. Donc, et ils sont en train de développer de très très belles choses. Et bientôt un ministre des incubateurs. Donc voilà, ils ont vraiment pris le sujet de manière sérieuse. Sérieusement. Et je pense qu'ils vont nous devancer dans pas longtemps. Voilà. Sur le côté africain, on n'est pas du tout bon. On n'est pas bon. Qui se détache? Enfin, quels sont les pays plutôt qui se détachent? Il y a 4-5 pays qui se détachent de très très loin. Il y a le Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud, suivi par l'Égypte et maintenant le Ghana qui se développe très très bien. On peut le voir au niveau des levées de fonds. Donc il y a un ratio, on est 100 fois moins bon que ces acteurs-là. Donc je pense que le dernier rapport fait on a de la marge alors. Oui, marge de progression, on va progresser à 2 chiffres ou 3 chiffres, mais ce n'est pas suffisant. Enfin, c'est-à-dire que cette notion, même l'écosystème est un modèle de start-up. Donc eux, ils avancent, on va dire, de manière exponentielle. Et nous, pour pouvoir les rattraper, il nous faut plusieurs années. Merci beaucoup, Mehdi. Pensez un avenir commun pour élargir nos horizons. BMCE Bank of Africa devient Bank of Africa. Houda Brada, quelles sont les actions, parce qu'on passe par une période particulière aujourd'hui, avec un contexte particulier, on a eu 3-4 mois de confinement, on le sait, une start-up, une TPE d'une manière globale, peut-être un peu plus fragile qu'une structure plus importante. Quelles sont les actions que vous avez menées aujourd'hui au niveau du réseau Maroc Entreprendre pour accompagner vos structures? Est-ce qu'il y a eu des actions spécifiques que vous avez menées? Quand est-ce que vous avez pris conscience qu'il fallait réagir et peut-être les accompagner aussi pendant cette période? Qu'est-ce qui s'est fait? J'avoue qu'on a eu une prise de conscience immédiate et une réactivité exceptionnelle, mais je pense que c'est le cas de l'ensemble des structures de l'écosystème start-up, mais aussi l'ensemble des entreprises du pays. De manière générale, le Maroc a très très bien réagi pour gérer la situation, parce que voilà, on ne voulait pas arrêter l'élan positif dans lequel on était, on voulait continuer sur la même voie. Et donc à ce titre, nous, pour parler de Réseau Entreprendre que je connais bien, on a mis en place un certain nombre d'initiatives. La première des choses, c'était d'assouplir le poids financier pour nos start-upers, puisque, comme je vous disais précédemment, nos jeunes start-up ont des prêts d'honneur, donc sans intérêt, mais ils doivent rembourser, après une franchise de 24 mois, l'emprunt qu'ils ont pris sur une période de 48 mois. Donc, ils ont devoir de rembourser. Il était clair qu'il était impossible pour eux, compte tenu de la situation économique liée au Covid, qu'ils puissent rembourser quoi que ce soit. Donc, première des choses, c'était d'arrêter et de postponer les remboursements à partir du premier jour du confinement, et on reprend que pour le mois de juillet. Donc ça, c'était le premier sujet. Le deuxième... Ce qui est déjà très concret. Oui, parce qu'on sait clairement qu'on allait les étouffer, et l'objectif, ce n'est pas de les étouffer, mais au contraire de les accompagner. Nous, ils nous ont sur le dos, on va dire, où ils sont très contents de nous avoir. D'ailleurs, à ce titre, j'aimerais préciser que parmi nos lauréats, certains sont venus chez Réseau Entreprendre et ont refusé d'être accompagnés financièrement, parce que ce qui les intéressait, c'était l'accompagnement d'abord, et que le prêt d'honneur, pour certains, n'était pas nécessaire. Et d'ailleurs, je pourrais vous citer plein de jeunes startups qui réussissent même à l'international, qui sont coachés chez nous, qui n'ont pas eu accès au financement, bien que nous ayons été les premiers à financer les startups avant que ne commence le programme de la CCG. Et d'ailleurs, on avait été parmi les premiers à recevoir l'agrément. Donc, à part le fait qu'on ait proposé de décaler en fait les remboursements, on a mis en place un certain nombre, une série même importante. D'ailleurs, j'aime bien dire qu'on a eu la zoomite aiguë, parce qu'on a organisé des webinaires, mais qui étaient, on va dire, vraiment salutaires. On a traité le sujet dans une émission liée à la santé, sécurité au travail, hein, donc il faut faire attention. Non, j'avoue qu'on a bien utilisé les outils qui étaient proposés, et Dieu sait qu'ils étaient pléthoriques. En tout cas, on a lancé un programme de live, qui était tous les mardis et jeudis, animé par des experts, qui étaient bien sûr organisés par le Réseau Entreprendre.
ces experts sont venus traiter de sujets très, on va dire, très concrets, hein, pas de théorie, répondant des problématiques de nos lauréats sur voilà, les soucis qu'ils ont pu rencontrer, que ce soit au niveau digital, enfin, communication, marketing, financier. Tous les sujets étaient traités, juridiques. Bien entendu, on a reçu la CCG, qui est notre partenaire de toujours, le premier jour, pour nous expliquer aussi et réitérer le programme Intelaqa et d'autres sujets qui ont été mis en place. Donc là, ça a été la première, une des actions. C'était les lives des mardis et jeudis qui se sont arrêtés il y a peu de temps. En parallèle, on a un programme de formation chez Réseau Entreprendre qui a lieu une fois par mois. Là, on l'a mis tous les mercredis, Wednesday Learn Day. Donc tous les mercredis, il y avait un programme de formation dédié aux lauréats. Donc là, ils posaient leurs questions, ils avaient les réponses. Par ailleurs, on a intensifié l'accompagnement, c'est-à-dire que la section elle-même a appelé tous les lauréats et tous les accompagnateurs pour voir s'il fallait organiser des réunions, pour voir les problématiques. La période nécessite plus de proximité. Oui, clairement. Normalement, on fait un contrôle de l'accompagnement au niveau de la section de manière mensuelle. Là, on a intensifié le rythme parce qu'il était nécessaire de savoir comment on pouvait aider les lauréats en situation difficile. On a par ailleurs mis en relief l'ensemble des candidats qui ont eu une action positive pendant le Covid, notamment par rapport à leur offre. On a des candidats qui fabriquent des visières, donc ils les ont vendues et puis offerts aux gens les plus démunis. On a des candidates qui sont dans tout ce qui est alimentaire et ont proposé des lunchbox pour la banque alimentaire. On a des candidats sur Marrakech qui ont proposé aux autorités des drones pour accompagner les consignes de sécurité dans les quartiers populaires. Donc il y a eu vraiment une mise en avant de ces candidats parce qu'on était très fiers de leur action humaine d'abord et puis surtout de savoir qu'on était là au bon moment. Quoi d'autre par rapport aux actions menées ce qui est déjà très bien et très riche. Oui, on peut dire qu'on a été actifs. D'ailleurs, même le recrutement des jeunes entrepreneurs qui, en général, on organise 2 comités d'engagement par mois. Là, pendant le Covid, on était à un rythme de 4 par mois parce qu'on avait plus de disponibilité de la part des membres. Il faut savoir que nos membres sont des chefs d'entreprise qui sont des gens, en général, très pris, mais ils ont tellement le réseau Entreprendre dans les tripes parce qu'ils y voient le bonheur d'aider les autres. Que là, pendant la période, ils étaient un peu plus disponibles. Donc, on a fait plus de comités d'engagement. Et puis, encore une fois, il y avait moins de trafic. C'était via le Wi-Fi. Donc, on pouvait organiser des réunions de manière plus simple. Mais, merci beaucoup. Alors, Mehdi Ali, vous avez mené une étude. Vous avez réalisé une étude pour mesurer l'impact de la crise sur les startups marocaines. Alors, est-ce qu'il y a eu des chiffres particuliers? Est-ce qu'il y a de grandes tendances que vous pourriez partager avec nous? Comment se porte la start-up? Tout à fait. Alors effectivement, on va dire la phase le Covid qui n'est pas encore du tout terminée est une phase qui est délicate pour l'ensemble des entreprises et encore en particulier pour les startups. Ce qu'on a constaté, c'est qu'au démarrage, une bonne partie des startups ont vu leurs commandes gelées, voire complètement annulées. Parce que malheureusement, c'est encore un nice to have et pas un must to have de la part, on va dire, des entreprises. Alors que c'est peut-être le contraire qui aurait dû se passer, parce que la start-up va venir avec une solution innovante, digitale, répondre à un certain nombre de problématiques qui sont justement liées au Covid. Donc de manière concrète et pragmatique, j'ai pas envie peut-être de m'étaler sur plein de chiffres. Oui, mais il y a l'essentiel, les choses les plus importantes. Il y a vraiment un titre qui résume un petit peu la situation. C'est que vu la problématique, on va dire, du paiement qui existe depuis longtemps, qui n'est pas nouvelle, qui s'accentue davantage pendant cette phase, c'est qu'on ressort avec une analyse qui dit que une start-up sur 3 risque de faire faillite. Qu'est-ce qui peut être fatal en fait? Qu'est-ce qui peut causer la faillite de la start-up? C'est un problème de trésorerie en fait, c'est de liquidité. Qu'est-ce qui se passe de manière très très simple? Une start-up a en moyenne, on va dire, un mois et demi de trésorerie. Quand la crise est arrivée, tous les paiements sont arrêtés de manière spontanée. Les dossiers industriels, il la cache parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qui se passe demain matin, sachant qu'on est dans
déjà, l'écosystème de tout le pays, il est encore assez bancal, il part très très solide. Donc c'est un effet de chaîne, un effet de domino, quoi. Donc, et cet impact-là, est-ce qu'il change selon les spécialités, selon les secteurs, selon le type d'organisation de ces startups, ou est-ce que définitivement. Vous sentez que c'est général pour tout le monde? Il y a des spécificités particulières. C'est général, bien évidemment. Dans chaque crise, il y a des perdants et des gagnants, en fait. Donc, je dirais que les secteurs qui sont un peu épargnés sont les secteurs qui sont liés à la santé, au e-commerce, à la logistique, qui s'en sortent mieux parce qu'il y a une demande qui s'accentue pendant cette phase. Après, le mot d'ordre, c'est l'agilité, en fait. La start-up, par défaut, elle est agile. Donc, il y en a ceux qui vont s'en sortir parce qu'ils sont dans ces domaines qui ont été avantagés par cette crise. Il y en a ceux qui vont s'en sortir parce qu'ils vont complètement switcher, changer de business model, s'adapter grâce à leur agilité. Et il y en a ceux qui ne vont pas tout simplement s'en sortir et qui vont disparaître. Une vraie sélection naturelle en marche. Par défaut, en fait, la start-up est soumise à cette notion de sélection naturelle. Le temps passe très rapidement, finalement. Houda Berrada, concrètement, comment peut-on accompagner les jeunes entrepreneurs pour faire de la croissance? Quels sont les leviers sur lesquels on peut jouer? Faites-leur confiance, j'ai envie de dire. Je crois que c'est le mot principal, mais ça, c'est pas lié au Covid. C'est un sujet qui date depuis toujours. Il faut faire confiance à ces jeunes entrepreneurs. Ils sont capables de choses merveilleuses. Ils nous l'ont prouvé. Leurs idées sont créatives. Ils en veulent. Ils veulent aller loin. Et c'est vrai que de les brider parce qu'on ne les connaît pas et qu'ils sont débutants, c'est pas dans l'ordre des choses. Dans certains pays outre-Atlantique, justement, c'est à ces jeunes qu'on fait confiance et c'est comme ça qu'on fait des choses extraordinaires. Je pense que c'est vraiment le sujet. C'est comment les grosses entreprises donneurs d'ordre pourraient intégrer dans leur canette de commande un quota minimum pour les start-upers. D'une manière très concrète, c'est-à-dire passer des commandes, répondre aux appels, voilà. payer rapidement. Et j'avoue qu'il y a des grosses institutions au Maroc, que je nommerai pas aujourd'hui, mais qui sont déjà dans cet esprit, puisqu'il y a un process fournisseur qui est dédié aux start-upers avec un délai de règlement qui est plus court. Il y a tout un département qui s'occupe des start-upers et qui, en fait... C'est un cas exceptionnel ou en fait, il s'agit de grosses institutions bancaires, je vais le dire sans nommer. Et j'avoue que c'est une démarche exceptionnelle parce qu'ils donnent la chance aux plus petits. Et ce n'est pas parce qu'on est plus petit qu'on n'est pas créatif. Loin de là, on est capable de grandes choses. Est-ce qu'on peut imaginer un label dédié à ces entreprises-là, les entreprises qui accompagnent des startups avec des mesures comme ça particulières, peut-être fait par l'APB, parce que ce serait la fédération qui porterait ça. Est-ce que c'est quelque chose d'imaginable pour essayer de faire intégrer ça en fait, dans tout le process RSE d'une entreprise d'une manière globale? Je ne pense pas qu'il faut mélanger RSE avec startup, parce que RSE, c'est vraiment de la responsabilité sociale. Et il est perçu comme si on donne des choses. La start-up peut apporter des choses dont l'entreprise en a besoin et l'apporte avec des prix très très concurrentiels. On doit davantage lui faire confiance pour optimiser justement le carnet de commandes. Mais effectivement, l'idée du label peut être une très très bonne idée qui peut être implémentée et on peut imaginer un label, des trophées chaque année qu'on décernerait aux entreprises qui travaillent plus avec les start-up. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu un engouement exceptionnel sur le sujet de la start-up depuis 2-3 années. Bon, nous, on est là depuis 10 ans, mais c'est vrai que là, depuis 3 ans, c'est juste incroyable tout ce qui se passe en termes d'événements, en termes d'actions. Et toutes les grosses entreprises du pays ont, dans leur cadre en fait, de politique RSE, intégré un espace lab, start-up, innovation, etc. Donc, il y a vraiment une prise de conscience de l'intérêt de développer ces jeunes créatifs, que j'ai envie d'appeler, vers vraiment des vrais chefs d'entreprise qui vont créer de la valeur. Je me permets la question un peu brute, mais est-ce que ça marche vraiment, ces grosses structures, quand on voit des labs dans de grosses structures, est-ce que ça donne finalement quelque chose ou est-ce qu'on n'est pas dans du start-up washing comme on va faire du greenwashing par ailleurs? Est-ce qu'il y a un vrai accompagnement? Est-ce qu'il y a des résultats, des entreprises qui arrivent à se développer grâce à ces labs? De manière transparente, il y a les deux. Il y en a ceux qui sont effectivement dans la com, il y en a ceux qui sont sur le fond, il y en a ceux qui font les deux, la com et le fond. Et après, c'est une démarche qui prend du temps.
Aujourd'hui, une collaboration, une start-up et une corporate, quand même, prend énormément de temps. Normalement, voilà, on devrait être en mesure de déployer des produits opérationnels en 4-6 mois. Aujourd'hui, ça prend 12-18 mois. C'est encore très, très long. Encourager la solidarité pour connecter toutes les énergies. BMCE Bank of Africa devient Bank of Africa. Alors j'ai une dernière question, si vous permettez. Quel conseil vous donneriez tous les deux aux start-upers d'aujourd'hui qui veulent se lancer? Quel est votre conseil pour ces gens-là? Je commence par vous. Ne baissez jamais les bras. On va dire, c'est par... je perds mes mots, mais souvent c'est par l'échec qu'on a les plus grands succès, et les plus gros entrepreneurs ont été des gens qui ont eu plusieurs échecs. Donc il faut tenir le coup. C'est vraiment la ténacité, comme vous nous disiez au début. Clairement. Et puis il faut s'ouvrir. Aujourd'hui, en fait, le digital permet l'ouverture à l'international. Il faut s'ouvrir à l'étranger aussi, parce qu'il y a une réalité marché. On est un petit pays, le marché est petit et il sert beaucoup de gens. Une offre pléthorique et qualitative. Donc c'est vrai que les donneurs d'ordre ont le choix. Donc pourquoi pas vendre ailleurs et produire ici? On créerait la valeur au Maroc et on vendrait à l'étranger. C'est aussi une possibilité et que je préconise. Merci beaucoup, Houda Mehdi. Alors moi, je vais leur conseiller de regarder Bip Bip Coyote jusqu'au dernier épisode. Oui, et raison d'entreprendre. C'est parfait. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette première partie de l'émission qui finalement a pris un peu plus de temps que prévu, mais l'échange et la discussion étaient riches, c'était intéressant. Merci très sincèrement Mehdi Alaoui, merci infiniment aussi Houda Brada pour avoir accepté notre invitation. Je vous dis à tout à l'heure pour la deuxième partie et nos deux prochains invités. Pardon.